Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode consacré au télescope spatial James Webb, le télescope de nouvelle génération qui a été envoyé donc le 25 décembre par la fusée Ariane 5 en direction du point de Lagrange. Dans le dernier épisode, nous avons parlé justement de ce point de Lagrange et je vous avais posé une question en fait avant, un petit peu, dites-moi quelles sont toutes vos différentes questions. Vous aviez énormément de questions et j'ai essayé d'en caser déjà un maximum dans ce premier épisode. Et donc je vous avais promis un FAQ pour répondre aux autres questions, parce qu'en réalité on s'aperçoit bien que toutes vos questions ça allait vraiment être très large et l'épisode aurait duré vraiment longtemps. Mais déjà on va commencer par des petites news et des très bonnes nouvelles. La très bonne nouvelle en fait c'est que les 4 instruments du télescope James Webb ont été démarrés, ça y est, ils sont sous tension, donc c'est déjà aussi une très bonne nouvelle également. Et il y a eu une phase aussi avec utilisation de radiateurs à l'intérieur de ces instruments justement. Alors ça paraît étonnant alors qu'on cherche à les refroidir, mais utilisation des radiateurs pour éviter bien évidemment tout risque de condensation d'eau finalement, puisque le télescope partait, voilà, était sous oxygène de l'air, enfin voilà, sous environnement terrestre où il y a toujours un petit peu d'humidité quand même, un petit peu dans l'air, surtout à partir de la Guyane française. La coiffe étant quand même, voilà, il y avait des petits évents dans la coiffe, donc on n'était pas sous un gaz inerte par exemple au moment de la coiffe dans le décollage. Donc résultat, effectivement, il a fallu s'assurer bien évidemment qu'il n'y aurait pas de condensation sur les instruments ou de petites choses comme ça. Donc on a utilisé des radiateurs et maintenant la phase de refroidissement se poursuit, mais surtout les instruments mis sous tension, on va pouvoir commencer à viser une première étoile et commencer à faire ce qu'on appelle la collimation. C'est une opération assez complexe, on en parlera dans le prochain épisode ou un des 2 prochains épisodes sur le télescope spatial James Webb. Mais déjà, par rapport à cette étoile justement cible, vous avez un épisode de Kevin de la chaîne Big Universe qui en parle. Et vous avez toute une playlist justement pour répondre à pas mal de questions. Alors vous avez mes épisodes et je vais rajouter les épisodes de Kevin aussi. Parce qu'en fait on s'aperçoit, déjà au départ on était parti sur le principe d'une collab, mais on s'aperçoit que même si voilà, chacun traite différents sujets, on s'aperçoit qu'on a une très bonne complémentarité justement dans notre façon d'aborder les sujets à propos du James Webb. Et donc aujourd'hui je vous propose, après cette bonne nouvelle justement concernant le télescope James Webb, eh bien, je vous propose de répondre à une douzaine de questions concernant justement le point de Lagrange, les avantages, les inconvénients et surtout un petit peu les conséquences qu'il va y avoir concernant l'exploitation du télescope James Webb. Et c'est donc maintenant sur la chaîne Astro. Alors la première question qui nous vient de Alix, pourquoi ce point-là, à quelle distance, à cette distance-là, pourquoi pas plus qu'un autre point? En fait l'objectif bien évidemment du James Webb, c'est de garder les instruments au froid et de pouvoir braquer toujours finalement un bouclier en direction du Soleil. Alors vous allez me dire, il est possible de le faire au voisinage direct de la Terre, c'est exact. Mais n'oubliez pas que vous avez une structure ouverte et qu'on ne voudrait pas eh bien, avoir du rayonnement parasite de la part de la Lune ou de la part de la Terre. Vous savez très bien que la Lune est excessivement gênante quand on fait de l'observation astronomique. Et de toute façon, qui dit recevoir un rayonnement important, dit recevoir également un rayonnement, justement une part de rayonnement infrarouge, etc. Donc là, on vise tellement d'être froid que clairement, il fallait se positionner au point de Lagrange. Et comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, le James Webb n'est pas le premier télescope à se retrouver à cet endroit-là. Alors, question de Jean-Paul, pourquoi ce télescope avait une vitesse pour arriver à ce point-là? Comment faire pour ne pas le dépasser? Eh bien, tout simplement d'avoir la lancée exacte. Prenez par exemple un chat, c'est l'exemple typique. Le chat, quand il doit monter à cette hauteur-là, il ne va pas sauter à cette hauteur-là. Il va sauter pile poil à la hauteur nécessaire, strictement nécessaire pour arriver au point. Et en fait, au fur et à mesure des jours qui ont suivi le décollage, on pouvait constater justement sur le site Where is Webb que le télescope James Webb eh bien, ralentissait au fur et à mesure de sa vitesse pour arriver finalement à une vitesse d'éloignement par rapport à la Terre qui était nulle. Et c'était exactement l'objectif d'arriver pile poil à la bonne vitesse sur le point de Lagrange. Question de Buchan, quel est le diamètre de l'orbite autour du L2? Alors c'est 374 000 km, donc c'est à peu près la distance Terre-Lune, tout simplement. Donc vous voyez un petit peu le parallélisme à faire, mais à 5 fois la distance Terre-Lune, puisqu'il est à 1,5 million de kilomètres.
Alors ensuite, on continue avec une question de Rémi. On constate souvent des objets en orbite autour d'autres, ces derniers étant eux-mêmes en orbite. Mais un objet peut-il être en arrêt dans l'espace, vitesse instantanée nulle, comme dans Star Wars où les vaisseaux s'arrêtent? Et c'est une très très bonne question, effectivement. Et donc effectivement, justement sans transition, pour t'inviter, mon cher Rémi, à nous rejoindre sur le Discord de la communauté astro, on va avoir une conférence dans quelques jours qui sera donnée par un astrophysicien sur la question justement des règles d'astrophysique dans les films de science-fiction, et ça peut être assez amusant. Mais c'est vrai, je me suis fait exactement la même remarque que toi, par exemple dans Rogue Squadron, où effectivement on voit que finalement la porte reste voilà, pile poil au-dessus du même point sur la planète pendant toute la durée de l'attaque qui se passe. Et donc effectivement, on ne peut pas rester strictement immobile dans l'espace, ce n'est pas possible. Il suffit d'avoir la présence d'une autre masse pour que déjà il y ait un facteur finalement voilà, d'attraction gravitationnelle qui va faire qu'on va aller chuter vers ce point. Et donc à un moment donné, forcément, soit il y a une mise en orbite, soit il y a une interaction gravitationnelle plus importante, comme on a vu d'ailleurs en introduction un peu de mon épisode sur le point de Lagrange. Petite question de Xavier. Bonjour, est-ce que le James Webb sera toujours dans l'ombre de la Terre? Ça, c'est une autre excellente question. Et puis, Pain au chocolat a posé la même question. À quoi sert le bouclier thermique si le télescope est dans l'ombre de la Terre? Troisième question, justement, de Samuel. Est-il dans l'ombre de la Terre, dans la pénombre ou aucun des deux? Donc, vous êtes trois à poser la même question. Elle est très importante. En fait, il y a deux façons d'y répondre. La première chose, à 1,5 million de kilomètres, quel est le diamètre apparent de la Terre? Eh bien, je vous ai fait un petit dessin, j'ai mis à l'échelle justement la Terre en fonction voilà, du diamètre apparent du Soleil, qui est de 1 demi-degré, puisqu'il n'y a pas, voilà, on est 1% plus loin que la distance habituelle de la Terre. Et vous voyez que la Terre est bien plus grosse en diamètre apparent que le Soleil, et donc il y a la possibilité d'une éclipse totale de Soleil en position exacte du point de Lagrange L2. Donc bien évidemment, il ne faudrait pas rester là, parce que pour les panneaux solaires, ça ne va pas tellement bien marcher. Et en fait, comme on l'a vu, le télescope James Webb étant en orbite autour de ce point de Lagrange pour des questions de stabilité à 374 000 km, eh bien vous comprenez bien que comme c'est à peu près l'équivalent de la distance Terre-Lune, eh bien là, il n'y a plus d'éclipse, c'est terminé. Donc en fait, il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'en inquiéter. On poursuit avec une question de Pixonald. Quel sera le coût en énergie, en carburant pour maintenir le télescope sur le point de Lagrange? Est-ce qu'un ravitaillement est-il prévu? Donc déjà, je te renvoie vers un épisode de mon cher ami Kevin de la chaîne Big Universe qui a abordé effectivement ce sujet. Mais non, effectivement, il n'y a pas de ravitaillement prévu pour le télescope James Webb. Je n'ai pas connaissance de l'existence d'un point d'accroche qui permettrait de ramener un module supplémentaire de propulsion. Donc effectivement, il y aura des petites impulsions de temps en temps. Pour le moment, on parle d'une durée de vie d'à peu près 20 ans. Je préfère pas trop vous l'annoncer pour le moment, tout simplement parce qu'il y a encore un dernier burn, je crois, qui est nécessaire pour avoir vraiment l'inscription circulaire autour du point de Lagrange. Et là, à ce moment-là, je pense que les Américains seront en mesure de donner vraiment une perspective affinée sur la durée estimative du télescope. Mais il y aura un autre problème qui se posera par rapport à la durée de vie du télescope, on en parlera dans un autre épisode, mais je ne vous dis rien. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors on va continuer ensuite avec Mo34Ben qui nous pose la question: comment le télescope va pouvoir cartographier de manière sphérique sur 360 degrés sans que son bouclier thermique ne le gêne? Et nous avons aussi la même question effectivement de Frédéric. Est-ce que la position du fait qu'il soit toujours dos au Soleil permet de tout observer ou des parties de l'univers ne pourront pas être observées? Ça c'est une très bonne question, et effectivement, à l'inverse du télescope spatial Hubble qui pouvait à peu près pointer 80% de la voûte céleste, alors avec des intermittences d'une demi-heure, bien évidemment, puisqu'il tournait autour de la Terre, il ne pouvait simplement pas pointer vraiment la zone immédiate du Soleil. Et bien là, le télescope James Webb va avoir beaucoup plus de restrictions. En fait, on comprend que comme vous avez les rayons du Soleil comme ça, on comprend que le télescope James Webb doit se positionner pour avoir son bouclier orthogonal au Soleil. Alors il peut avoir un petit cadrage comme ça, plus ou moins 5 degrés je crois, un petit cadrage comme ça, un peu plus important, moins 5 ici, je crois que c'est 40 degrés dans ce sens-là. Et puis par contre, bien évidemment, il va pouvoir tourner comme ça, comme il veut. Bon, à la discrétion quand même des volants d'inertie. Voilà, on ne peut pas l'utiliser n'importe où de quelle façon, mais on comprend que par exemple, par rapport, alors on évolue par rapport au plan de l'écliptique.
pas par rapport à l'équateur terrestre, hein, bien évidemment, et donc pas par rapport à l'équateur céleste, mais par rapport au plan de l'écliptique, on va pouvoir comprendre que le pôle nord et le pôle sud écliptique, il va pouvoir finalement, quand il va tourner autour du Soleil, braquer ça à longueur d'année sans aucune difficulté. Et mon télescope se barre. Voilà, le ridicule ne tue pas. Par contre, si on veut pointer sur un objet de l'écliptique, on va pouvoir le pointer pendant quelques temps, à la discrétion justement de l'angle de pointage, et ensuite, quand on va se retrouver, par exemple, 3 mois après, puis 6 mois après, on pourra le repointer 6 mois après. Mais 3 mois après, c'est terminé. Donc en gros, on va avoir sur certains points correspondant à l'écliptique, on aura des fenêtres de quelques semaines, tous les 6 mois, pour aller pointer cette même zone. Donc ça se retraduit par ce graphe que vous voyez à côté de moi. À la limite, vous faites pause pour essayer de plus le comprendre. Mais voilà, c'est ça la grosse limite du télescope James Webb. Il ne peut pas tout pointer instantanément et à n'importe quelle période de l'année. Et à mesure que vous allez vous retrouver sur des zones un peu plus hautes, etc., par rapport au plan de l'écliptique, eh bien, il aura plus de possibilités de pouvoir pointer cette zone. Donc comprenez bien que par exemple, si on détecte avec donc les détecteurs d'ondes gravitationnelles, par exemple une collision voilà, de trous noirs, on ne peut pas forcément pouvoir pointer le télescope James Webb dessus. À l'inverse de Hubble, sur lequel en une demi-heure et à 80% de probabilité, on sera en mesure de pouvoir pointer la cible. Alors, ensuite, une autre question de Pixonald. Le télescope ainsi placé permet-il d'augmenter significativement la parallaxe utile à la mesure des distances? Et donc, effectivement, dans le dernier épisode, je vous ai parlé du télescope spatial Gaia qui se trouve également sur le point de Lagrange, et télescope qui sert à cartographier en 3D justement les étoiles de notre Voie lactée, de façon à pouvoir justement établir un modèle 3D de notre Voie lactée. Et donc, comment travaille Gaia au niveau de la parallaxe? Eh bien, vous êtes ici, 6 mois après, vous êtes ici, et vous avez 2 fois 150 millions de kilomètres de distance, donc vous avez 300 millions de kilomètres de distance, et vous pouvez commencer à avoir un effet de parallaxe, et d'ailleurs c'est là que vient l'unité, ce qu'on appelle le parsec. Et là-dessus, eh bien, on est 1,5 million de kilomètres plus loin que les 150 millions de kilomètres. Donc on augmente la distance de 1%. Donc de là à dire que c'est significatif, je ne le pense pas. Et en tout cas, c'est quelque chose qui a été exploité et qu'on peut de toute façon prendre en compte dans les calculs. On poursuit avec une question de Frolon-Laguep. Combien de temps met l'info d'une image, donc entre autres, entre le James Webb et la Terre? Alors, il y a 2 façons de répondre à cette question, en tout cas 2 éléments à prendre en compte. La durée effectivement de transmission de la lumière, vous êtes à 1,5 million de kilomètres. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, donc il faut 5 secondes pour un signal pour atteindre la Terre. Donc si jamais vous voulez envoyer une consigne dans le sens inverse, vous allez mettre 10 secondes. Et d'ailleurs, c'est effectivement la question qui a été posée par Frédéric. Comment peut-on communiquer avec le télescope pour entreprendre des mesures correctives avec le bon timing, alignement des miroirs, etc. De toute façon, on peut programmer les choses à l'avance. On peut lui dire, voilà, tu vas faire ça, puis tu vas faire ça, puis tu vas faire ça. Donc il y a quand même beaucoup d'opérations qui sont quand même automatisées, mais avec un contrôle, avec du coup une latence de 5 secondes quand on a l'information que ça a été bien réalisé, et puis éventuellement redonner une information, une commande corrective. Donc il y a quand même quelque chose qui est un peu... On est dans une situation beaucoup plus facile qu'un rover martien, où là ça peut mettre plusieurs minutes, voire New Horizon, où il fallait plus de 3h30 pour que le signal nous arrive. Et ensuite, la deuxième chose à prendre en compte, c'est la quantité de données. Alors, il faut comprendre que le James Webb a plusieurs antennes. Il a des antennes à faible débit et des antennes à fort débit. Et l'antenne à fort débit nous propose un débit de 28 gigabits par seconde, c'est-à-dire 2 flux 1080p de vidéo en parallèle. Donc, c'est quand même assez important. Mais pour télécharger une image de 25 gigabytes, eh bien, il faut 2h30 environ. Donc, ça va quand même... entre guillemets assez lentement. Mais notez une chose intéressante, c'est que le James Webb n'est pas astreint à devoir faire des pauses d'une demi-heure comme le télescope spatial Hubble, qui lui faisait des photos d'une demi-heure en une demi-heure. Il peut très bien faire une photo de 2 heures ou de 2h30. Et dans ce cas-là, il a le temps d'une photo pour transférer une photo. Donc c'est quand même un petit peu plus facile aussi, il faut le prendre en compte. Et donc on a aussi une autre question de Pixonald. Décidément, tu es bien motivé mon cher. Par quels moyens les données du télescope James Webb vont être acheminées vers la Terre? Quelle sera la nature et le débit du signal? Donc effectivement, c'est une question
très importantes. Alors on comprend que c'est bien évidemment des ondes électromagnétiques, et sachez qu'en fait la NASA dispose d'un réseau d'antennes de réception partout autour du monde, parce que c'est pareil avec les sondes qui sont partout dans le système solaire. Donc vous en avez en Australie, vous en avez je crois en Afrique du Sud, je peux me tromper, hein. Par contre vous en avez il me semble aux États-Unis, etc. Donc il y en a à plusieurs endroits autour du globe, justement pour être certain d'avoir une réception continue de tout signal qui provient des sondes. Et comme on a plusieurs sondes dans l'espace, entre les rovers martiens, des sondes comme Juno qui est toujours en activité, New Horizon potentiellement, Voyager avec laquelle on communique de temps en temps, etc. Eh bien, il y a quand même besoin d'avoir pas mal d'antennes pour pouvoir capter tout ça. Et donc il y a même un site public sur lequel vous pouvez savoir quelle antenne est braquée sur quelle sonde à quel moment. Voilà. Et donc on va terminer avec la dernière question. Alors celle-là, on pourrait en faire un épisode complet parce que c'est très très riche. Question de Romain. Comment les télescopes se repèrent-ils dans l'espace, le ciel étant différent? Alors le ciel est peu différent en tant que tel, parce que vis-à-vis des étoiles, à être 1,5 million de kilomètres plus loin que la Terre, franchement, ça ne va pas changer grand-chose. Mais effectivement, se repérer dans l'espace est quand même une question assez complexe. D'ailleurs, j'avais posé la question à Michel Tonini, je te mets le lien dans la description. Alors bon, il n'avait pas bien complètement compris la question, mais c'est vrai que notre astronaute actuellement le plus connu, Thomas Pesquet, on a parlé effectivement, ils sont formés à reconnaître les étoiles et à naviguer finalement sur la base des étoiles, et ça a d'ailleurs été utilisé par les astronautes d'Apollo. Mais les télescopes spatiaux, ça va aller beaucoup plus loin, et justement, on en parlera dans l'épisode sur la collimation à venir bientôt sur la chaîne. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme vous le voyez actuellement, on est sur un cycle, un épisode sur la pratique de l'astronomie, un épisode sur le James Webb. Et je pense que c'est assez intéressant de travailler comme ça actuellement. Je me dis que c'est vrai que le James Webb n'est pas strictement le cœur de ma chaîne YouTube qui est consacrée à la pratique de l'astronomie amateur. Et en même temps, il y a tellement de parallèles à faire justement entre ces télescopes professionnels et entre ce qu'est en train de faire avec le James Webb, que c'est peut-être un bon moyen aussi de vous dire mais l'astronomie ça m'intéresse, et puis de démystifier un petit peu les trucs et de me dire ah ouais, mais un télescope amateur ça peut être super intéressant. Voilà. Et donc tout ça, vous avez plein de tonnes de playlists, tout ça voilà. Vous allez dans l'onglet playlist, vous avez une playlist débutant, vous avez une playlist choisir son matériel et tout ça, et vous vous attaquez avec ça. Vous avez les chaînes des copains aussi, par exemple Laurent Oumar, Julien Taverna, bon Kevin bien évidemment si vous êtes passionné par l'exploration spatiale. Et il y en a plein des tonnes comme ça, donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur ces chaînes. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord de la communauté Astro, donc un serveur Discord avec 1400 personnes déjà dessus. Et ce serveur, nous avons ouvert des sections sur l'exploration spatiale et l'astrophysique. Alors il y a un petit paramétrage à faire, vous ne l'avez pas d'office quand vous arrivez sur le Discord, mais il y a un configurateur et en cliquant sur une réaction, eh bien vous allez activer ces parties-là de ce serveur. Donc pour ceux qui sont membres déjà du serveur, un petit rappel ne fait pas de mal et ça vous permet de pouvoir aller échanger sur ces sujets-là. Allez, je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci et au revoir.